Voilà, bonjour tout le monde. Dans ce chapitre, nous allons aborder le dernier chapitre sûrement que nous allons faire ensemble pour ce semestre. Donc, après, il restera deux chapitres qui étaient prévus, mais que vous ferez en algo 3, algo structure. Ce sont les fichiers et la récursivité. Donc là, nous allons voir les types composés qui vont un peu servir de fond entre le programme de ce semestre et la partie algorithme et structure donnée que vous verrez donc le semestre prochain, Inch'Allah, avec tout ce qui est arbre, pile, fil, etc. Là, on s'intéresse simplement à l'organisation des données. Et là aussi, cela va vous jeter l'ensemble des bases vers la programmation orientée objet et toutes les autres formes de programmation jusqu'à la programmation fonctionnelle qui est liée à l'intelligence artificielle que vous ferez. Voilà. Donc, juste ces deux semestres, c'était pour jeter les bases, pour comprendre comment développer un programme de base, comment déclarer des variables, comment utiliser les structures de contrôle, comment déclarer des tableaux, les utiliser simplement. C'est uniquement, c'était l'objectif de ces deux semestres. Et donc là, nous allons terminer par les types composés. Ici, trois types composés. Nous allons voir les structures que vous allez après régulièrement utiliser. Les structures vont être transformées en classes, en Java, en programmation orientée en C++ après, avec d'autres caractéristiques. Nous verrons aussi la notion d'énumération et la notion d'union. Ce sont uniquement les trois là que nous allons voir. Et type def, qui va vous permettre de définir votre propre type. Donc c'est juste l'objet de ce chapitre et qui va faire le pont avec le programme du semestre prochain, Inch'Allah. Donc là l'objectif de ces types composés que nous allons voir, c'est essentiellement de pouvoir structurer les données. Donc nous allons voir ici une notion fondamentale qui est la notion de structure. La notion de structure va permettre de réunir plusieurs variables et de leur donner un nom. Par exemple, normalement, quand je dois travailler sur les informations d'une personne, le problème c'est que je dois déclarer une variable. Par exemple, un étudiant, par exemple, on va prendre un étudiant. Il y a le numéro de l'étudiant, il y a son nom, il y a son prénom, il y a sa date et lieu de naissance, sa classe, université, etc. Cela fait plusieurs variables. Au lieu de les déclarer de manière éparse et de les manipuler individuellement, les structures, aussi bien aussi que les unions, nous allons voir, ou bien type def, vont vous permettre de déclarer un type étudiant. Et le type étudiant va porter l'ensemble de ces champs-là. Ce qui va permettre de déclarer une variable étudiant et qui va permettre avec les champs d'accéder aux différents champs, à son nom, prénom, et de les manipuler comme un objet. Donc c'est ce que nous allons voir. On les appelle aussi des enregistrements. Et donc, cela va permettre de regrouper plusieurs variables et de leur donner un nom, au même titre qu'une fonction qui permet donc de regrouper plusieurs instructions. On avait vu un bloc qui porte un nom. Ici, vous allez avoir un bloc donc, qui aura plusieurs champs qui permet de modéliser un objet, parce que dans la vie réelle, on travaille avec des objets. Même si, bon, on est très loin de la programmation orientée. Par exemple, pour manipuler un tableau de table, donc, pour une table, il y a plusieurs caractéristiques. Il y a par exemple la hauteur, la couleur, peut-être largeur et longueur du dessus, etc. Maintenant, les structures, dans un premier temps en langage C, vont vous permettre juste de déclarer un bloc qui porte un nom et qui aura l'ensemble de ces champs. Et qui va permettre de déclarer une variable de type étudiant, une variable de type personne, une variable de type voilà, maison ou bien université, etc. Donc, par exemple, une voiture peut être représentée, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, par plusieurs renseignements que sont la marque, le prix, vitesse maximale, etc. Donc, avant tout cela, nous allons voir ici l'instruction type def. L'instruction type def va vous permettre de déclarer ce que l'on appelle des types synonymes. Ça va vous permettre de déclarer des types qui vont porter des noms que vous avez décidé de mettre. Normalement, on avait vu les types de base, int, float, double, etc., char, etc. Le type def est un mot-clé qui va vous permettre donc de vous baser sur ces types élémentaires pour déclarer votre propre type avec un nom. Voilà. Par exemple,
vous avez vu ici, dans la fonction main, on a défini donc deux types. Donc, vous avez le type qui se nomme unit et le type qui se nomme string 32. On les définit ici. Une unit ici va permettre de déclarer des variables, mais qui seront des entiers ici non ciblés. Un sign int. Vous avez donc ici, vous avez un tableau. Vous voyez, on utilise unit comme on utilisait les types de base pour déclarer des variables. C'est parce que le mot type def permet de définir ce type unit comme représentant des entiers non ciblés. Vous avez aussi le tableau ici, donc de 32 caractères, qui est nommé string 32, qui est aussi un autre type que vous définissez. Vous pouvez définir, dire type def int mon entier. Et là, vous avez donc un type qui se nomme mon entier. Et vous pouvez en servir, vous en servir pour déclarer des variables type entier. Maintenant, bon, ce n'est pas, l'objectif, ce n'est pas cette utilisation élémentaire. Donc, vous allez voir, c'est surtout de réutiliser ce format pour déclarer donc des structures de données et des structures qui sont un peu plus complexes. Voilà. Et donc, vous voyez, on se sert maintenant, au lieu d'écrire un sign int A, B, 12, on utilise unit simplement. Ou bien aussi, au lieu d'écrire, donc, peut-être ici, char myString de 32, vous pouvez simplement utiliser string 32. Ensuite, vous mettez les variables pour déclarer un tableau, etc. Donc, type def permet de déclarer, donc, ou le retenir, ce que l'on appelle des types synonymes. Juste des types qui portent des noms que vous avez décidé de mettre. Des types, voilà, qui sont personnels. Et ça va permettre d'améliorer la lisibilité du programme, vous allez voir, etc. Maintenant, concernant les structures, nous en avions parlé tout à l'heure. Une structure est simplement donc un élément qui va vous permettre de déclarer, de réunir plusieurs champs sous un seul nom. Voilà, et pour déclarer des structures, on utilise le mot-clé struct comme les premières lettres de structure. Et pour déclarer une structure, par exemple ici, on déclare une structure pour représenter des points, donc dans un espace à deux dimensions. Pour cela, il y a trois manières de s'y prendre. Soit vous écrivez struct, ensuite, bon, juste le nom de la structure, après la ouvrance, et dedans vous énumérez les champs, en les séparant bien sûr par point virgule. N'oubliez pas, à la fin, il faut toujours mettre un point virgule. Quelle que soit l'option que vous choisirez pour déclarer la structure. Donc ici, vous avez ou bien, soit pour déclarer aussi une structure, donc un objet qui permet de déclarer donc des points. On peut aussi utiliser type def pour créer donc un type point, P-O-I-N-T, qui va permettre de déclarer des points. Et là, vous avez une structure donc, qui va permettre de déclarer des enregistrements, donc un point, qui aura donc deux champs, X et Y, qui vont représenter l'abscisse et l'ordonnée. Ou bien aussi, vous pouvez sauter donc sur le nom de la structure et juste mettre le nom donc du type structure qui se trouve ici en bas. Point. Ce qui va permettre, par exemple, si vous regardez ici, si vous prenez cette option et qui est déconseillée, puisque l'écriture pour déclarer les variables est assez longue, ça ne sert à rien. Par exemple, si on utilise cette écriture pour déclarer la structure point, donc pour pouvoir créer des instances ou bien des variables de type point et qui auront des champs abscisse et ordonnée X et Y, on écrira struct, donc le nom de la structure, point, ensuite le nom de la variable, PT1, PT2, etc. C'est juste un nom de variable. Et là, si vous utilisez par contre la définition du type point, donc comme ceci ou bien comme cela, donc en définissant taille de struct, le nom de la structure et le type ici, point, ou bien taille de struct, pas de nom, mais point ici, après l'appellage fermant. Là, vous pouvez déclarer une variable PT2 par exemple, en écrivant point PT2. Et là, on le fait parce que type def nous a permis de déclarer un nouveau type. Et le nouveau type est une structure qui a deux champs X et Y. Et ainsi, on peut écrire PT1.x égale à 0 pour dire que le point PT1 a pour coordonnée par exemple 0,34. Voilà. Donc, pour revenir à la définition que nous avions vue au départ, une structure permet de regrouper plusieurs variables et leur donner un nom. Et là, on a regroupé deux entiers, X et Y, et on a simplement donné un nom ici pour dire que c'est un point. Donc, ça aussi, cela va
dans le sens de la modélisation, c'est ce qu'on fait en tant qu'informaticien. Auparavant, avant de travailler sur un programme, on regarde les objets ou bien les éléments que je manipule, comment est-ce que je les modélise. S'il s'agit d'étudiants, je vais voir qu'est-ce qui caractérise un étudiant. Donc, il y a son numéro d'étudiant, son nom, son prénom, sa classe, etc. Si je manipule des moutons, je vais voir, par exemple, quelle est sa race, sa couleur, bon, date de naissance, etc. Voilà. Et là, vous allez pouvoir déclarer les champs, donner un nom et vous servir de ce nom pour déclarer simplement des variables qui auront ces caractéristiques-là. Et ça, c'est l'enjeu des structures, que l'on appelle aussi des enregistrements. Oui. Pour Non, là c'est une variable globale. Juste après studio.h, vous allez voir tout à l'heure dans les exemples. Si, regarde, la fonction main est là. Simplement, je les ai détachés. La fonction main est là. Et vous voyez, dans la fonction main, on a déclaré, soit on utilise, vous allez déclarer la structure comme ceci, dans la partie variable globale, en bas de studio.h. Dans ce cas, vous écrivez strict.pt. Mais bon, évitez cela parce que vous voyez, bon, une répétition inutile. Utilisez simplement type def de cette manière ou de cette manière et déclarer une variable de type pt. Donc, le type se spécifie ici. Si on avait mis ici, je ne sais pas, Momodou, on allait mettre Momodou pt2. Et Momodou serait donc une structure, un type de structure donc, avec deux champs x et y. Maintenant, pour voir quels sont les champs, il faut simplement étudier les spécifications qui vous sont données dans l'énoncé. Voilà. Oui. Oui. À l'intérieur, c'est-à-dire le intermain. Bon, en général, on déclare à l'extérieur. Hein. Donc, c'est une variable globale. Vous déclarez une structure, un type que vous avez besoin d'utiliser un peu partout. Si vous le déclarez localement, bon, je ne vois pas l'importance de... Voilà. Les structures se définissent à l'extérieur de la fonction main. Comme cela, elles sont visibles partout dans le programme. On avait vu, vous l'avez même vu dans le devoir, la notion de variable locale et globale. Si vous le mettez localement, bon, si ça passe, vous ne pourrez l'utiliser que dans la fonction main. Peut-être qu'il y a des fonctions à l'extérieur qui vont utiliser des variables de type structure. Et dans ce cas, vous avez intérêt à déclarer la structure comme une variable globale à l'extérieur de toute fonction. Oui. Là. Bon, on avait vu. Void, c'est une fonction qui retourne rien du tout. Int, c'est une fonction qui retourne quelque chose. Quand on met void main, en général, vous voyez en bas, il n'y a pas de return 0. Mais quand vous mettez int main, cela veut dire que la fonction retourne 0 si tout se passe bien. Et quand il y a, je ne sais pas, une erreur ou quelque part, il va vous retourner une autre valeur que 0. C'est juste un code d'erreur. Hein. Par exemple, ici, vous avez int main, c'est juste pour dire que la fonction main retourne à la fin de l'intérêt. C'est pourquoi on retourne 0. Pour dire que l'exécution s'est bien passée. Même si vous regardez, il y a une phrase en bas où vous dit process exit with code. C'est pas 0 ou quelque chose. Mais vous pouvez, si vous voulez mettre void main, vous ne mettez pas quelque chose de 0. Donc, nous l'avons vu, il y a deux manières de déclarer une structure. Soit vous utilisez la première solution où vous écrivez struct, ensuite le nom de la structure, après la ouvrage éphémère. Là, vous mettez donc les champs. Si c'est une personne, nom, prénom, date et lieu de naissance, bon, etc. Si c'est, je ne sais pas, une voiture, marque, vitesse maximale, prix, etc. etc. Bon, vous devez gérer les champs qui sont déclarés ici. Et ensuite, vous mettez le nom du type. C'est ce qu'on a vu utiliser tout à l'heure dans cette partie-là. Struct, donc, struct, nom de la structure, voilà. Et donc, vous pouvez vous en servir. Ou bien struct, vous pouvez aussi sauter le type F. Struct, bon, ici, on n'a pas mis le type. Donc, là, c'est la définition globale. Vous pouvez aussi mettre le nom du type. Donc, mais si vous utilisez cette déclaration, pour déclarer des variables, vous êtes obligé d'écrire struct, le nom du type et le nom de la variable. C'est pourquoi ici, vous voyez, on a écrit struct, le nom du type et le nom de la variable. Et là, bon, oui. 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 Pourquoi?
c'est la syntaxe en langage C. Vraiment, c'est comme ça que le langage C. C'est parce que aussi c'est une instruction. À la fin de chaque instruction, on met un point virgule. C'est comme si tu me demandes pourquoi on a mis point virgule. C'est parce que si on déclare le type, donc on met point virgule. Et il faut toujours le mettre. Oui. C'est bon, parce qu'ici, point est un type défini avec type def. Et là, bon, on utilise ici le nom de la structure pour déclarer le PT. C'est parce qu'ici, on n'a pas utilisé le type point, on a simplement utilisé la déclaration de la structure ici. Si vous déclarez la structure de cette manière, struct point, après la refermant et les champs, vous devez déclarer les variables comme ceci. Donc, ce qu'on vous déconseille, parce que aussi ça sert à rien, c'est que le mieux, c'est de mettre type def devant. Si vous mettez type def, le nom de la structure ici, ensuite le nom du type, vous pouvez vous servir du nom du type pour déclarer les variables. Là, on écrit point PT2 parce qu'on a utilisé donc point ici, c'est le type de structure donc qui a ces deux champs-là, ou bien aussi cette déclaration. C'est juste la différence. Hein. C'est parce qu'on utilise le type point, une de ces deux déclarations, tandis que là, on utilise la structure point qui est déclarée ici. Oui. Point. Oui, c'est optionnel. Soit vous mettez le nom de la structure ou pas, ça marche. C'est pourquoi j'ai voulu vous montrer, bon, là, c'est la même chose que ceci, mais seulement on n'a pas vu le nom de la structure. Bon, ça ne gêne pas, parce qu'on a défini le type, avec type def un type point. Ça ne pose pas de problème. Vous pouvez aussi l'utiliser. En général, vous verrez, bon, presque généralement, bon, on ne met pas beaucoup ne mettent pas le nom, parce que le nom là, il est facultatif. Quand vous utilisez type def, bien sûr. Donc, deux manières de déclarer des structures. Struct, le nom de la structure, ensuite le nom du type après la classe terminale, point virgule. Et dans ce cas, pour déclarer des variables, vous écrivez struct, le nom du type, le nom de la variable. C'est comme tout à l'heure avec struct, point, voilà, PT2. Ou bien aussi, la manière qui est la plus conseillée, c'est simplement d'utiliser type def, struct. Vous n'êtes pas obligé de mettre le nom de la structure, puisque ici, ce qu'on va utiliser en fin de compte, c'est le nom du type. C'est comme ce qu'on a utilisé ici, type def, struct, donc type def, struct, vous voyez, après la couvrant, et voici le nom du type. Une fois que vous l'avez, vous pouvez utiliser le nom du type pour déclarer des variables, et ça passe. Voilà. Donc, c'est la meilleure. Et dans ce cas, si vous déclarez la structure de cette manière, donc vous n'avez qu'à l'utiliser comme ceci. Donc, vous mettez simplement le nom du type qui a été spécifié ici pour déclarer les variables, et vous avez vos variables. Et qui vont avoir les champs de la structure que vous avez définie. Maintenant, pour accéder au champ d'une variable de type structure, on met simplement le nom de la structure point. Et là, vous pouvez accéder à l'ensemble de ces attributs. Comme par exemple, pour accéder à l'abscisse, on écrit pt2.x à l'ordonnée pt2.y. Et là, vous pouvez utiliser scanf, printf, etc., toutes les opérations, puisque les champs sont aussi des variables. On a vu deux variables de type entier. Donc, voici un exemple. Là, vous avez maintenant JSON-studio.h. Donc, ici, vous voyez, il a été défini un type personne T. Donc, le type personne T permet de définir des variables de type structure, des enregistrements qui portent donc un nom, donc tableur de 32 caractères, donc prénom tableur de 32 caractères. Vous avez aussi trois variables, jour, mois, année, peut-être c'est la date de naissance de la personne, et donc un numéro d'index qui est de type entier. Donc, si plusieurs champs ont le même type, vous pouvez aussi les déclarer en même temps en les séparant par des virgules. C'est le cas de jour, mois et année. Vous pouvez aussi séparer les déclarations. On aurait pu aussi mettre ici char nom 32, virgule prénom 32. C'est la même chose. Mais le mieux, c'est de séparer et de déclarer chaque champ sur une ligne différente. Ça, c'est uniquement pour la lisibilité du programme. Mais ça n'empêche pas que le programme fonctionne. Donc, type def, strict, personne, pour définir, pouvoir déclarer des enregistrements de type personne,
Et chaque enregistrement ici a combien? 3, 4, 7 champs. Voilà. Et on pourra accéder à ces 7 champs-là pour créer des variables de type personne T. Puisqu'on a utilisé type def, vous voyez personne T, on peut utiliser personne T pour déclarer deux variables, personne 1, 1 et personne 2. Et après, vous accédez au champ. Par exemple, on a mis au niveau du champ moi de la première personne, on a copié au niveau du nom et prénom de personne 1, personne 2, salle, etc. Vous pouvez aussi utiliser des printf, scanf, etc. Donc, une structure, c'est simplement un bloc qui va permettre de déclarer plusieurs variables donc, et de les réunir donc, dans un bloc qui porte un nom et qui va permettre de modéliser un objet de la vie réelle. Maintenant, pour déclarer une structure, vous écrivez simplement type def, le mot-clé struct qui est prédéfini en langage C. Ensuite, vous mettez le nom de la structure. Bon, vous mettez le nom aussi, il est optionnel, personne, ici, avec un seul N. Vous pouvez aussi ne pas le mettre, ça passera. Ensuite, accolade ouvrant, et vous énumérez les champs que vous avez vus au niveau de la modélisation. Par exemple, s'il s'agit d'un tableau, il y a la couleur, peut-être la hauteur et la largeur. Peut-être le prix, la marque. S'il s'agit de chaussures, vous avez peut-être la taille, la couleur, la marque, le prix. Donc tout cela, cela vient de la spécification, ou bien vous faites une analyse, ou bien bon, ce qu'on vous demande de représenter comme information. Et ça, c'est ce que vous allez aussi retrouver dans les bases de données. On les appelle aussi des enregistrements. Vous avez donc plusieurs colonnes donc, qui portent des noms et qui permettent de représenter donc, une entité. Oui. Hein? J'ai pas compris. SR copy. Oui, il faut inclure string.h. Dièse inclus, je l'ai sauté dans la capture. Dièse inclus string.h. On l'avait vu. Voilà, pour SR copy. Donc, SR copy ici va permettre simplement de copier dans le nom. Donc, il faut inclure la librairie string.h. On l'avait déjà vu aussi. Dans la partie sur les chaînes de caractères. Donc, voici un exemple beaucoup plus global. Voilà, vous avez donc la structure personne avec un nom, prénom, donc l'âge de la personne. Donc, ici, on a déclaré simplement une variable personne de type personne, donc le type de personne, donc qui se nomme P. On récupère le nom de la personne, donc ici, F pourcentage F, parce qu'ici, le champ de la personne ici, pour le nom, c'est donc une chaîne de caractères. Et donc, pour accéder à un champ, comme nous l'avons vu tout à l'heure, on écrit P.nom. Donc, vous pouvez mettre le E commercial ou pas. On avait vu cela. Les tableaux sont aussi des pointeurs. Donc, on avait vu dans la partie de la chaîne de caractères, ou bien vous utilisez getS. Donc, tout cela, nous avons déjà vu. Ensuite, on récupère le prénom de la personne. Donc, scanf P.prénom et qui va permettre d'accéder au champ prénom de l'enregistrement P, de la structure P. Ensuite, on récupère l'âge aussi, qui est récupéré. Voilà. Et ensuite, après, vous pouvez afficher les informations qui ont été saisies. Donc, pour accéder au champ nom, on écrit simplement le nom de la variable .nom. Pour le prénom, .prénom. Et l'âge, .âge. Bien sûr, mettant les types. Donc, par exemple, si on saisit Maki, salle 59, donc, si vous affichez, il va vous afficher que le nom, c'est salle. Prénom Maki, âge 59, par exemple. Oui. Oui. Le nom de la structure, je l'ai dit optionnel. Ce qui importe ici, c'est le type. C'est le nom du type simplement. Mais le nom de la structure, vous le mettez au pas de l'événement, vous n'allez pas. Si vous utilisez type def, vous n'allez pas utiliser le nom de la structure, uniquement le type. Oui. Pour oui. Le nom de la variable. Point. Le nom du champ simplement. Par exemple, ici, pour manipuler le nom et le prénom, on écrit simplement le nom de la variable, point, le nom du champ. Point à chaque fois. Et là, ça va permettre d'avoir une entité et de ne pas avoir plusieurs variables que l'on déclare. Oui. Oui.
On avait vu, on avait vu cela. Les chaînes de caractères, ce sont des tableaux. Un tableau est un pointeur. Donc, le tableau est un pointeur qui porte l'adresse de son premier élément. Donc, c'est optionnel. Vous pouvez mettre un commercial ou pas, ça passe. Ça, on l'avait déjà vu dans le chapitre sur les chaînes de caractères. Donc, c'est parce que simplement ici, bon, P.nom ici va permettre d'accéder donc ici au niveau de la variable nom. La variable nom ici est un tableau de caractères. Un tableau de caractères, c'est la même chose que E commercial nom de 0. Donc, quand vous écrivez P.nom, c'est la même chose que P. Donc, E commercial, l'adresse de P.nom de 0, le premier élément. Donc, c'est pourquoi ici, pour les chaînes de caractères, vous mettez E commercial face à face. Parce que le tableau porte toujours, le nom du tableau est toujours l'adresse donc du premier élément du tableau. Donc, vous pouvez aussi utiliser getS, etc. Bon, si vous mettez E commercial aussi, ça passe. Donc, il y a plusieurs opérations sur les structures qui sont permises. Vous pouvez initialiser une structure à la déclaration comme pour les variables. Vous pouvez aussi copier le contenu d'une variable de type structure dans une autre variable. Vous pouvez aussi passer une variable de type structure en argument ou bien par adresse aussi. Voilà, passage par valeur, par adresse. Maintenant, la seule opération interdite, c'est que vous ne pouvez pas directement comparer deux structures directement. Ça ne passe pas. Est-ce que Momodou égale Moussa? Ça n'a pas de sens. Mais on regarde, est-ce que Momodou a le même nom que Moussa? Est-ce que l'âge de Momodou est donc la même que l'âge de Moussa? Donc, on ne compare pas. Voilà, comparer deux objets directement, ça n'a aucun sens. Donc, ici, vous pouvez déclarer, par exemple, vous avez le type ici, point, POINT avec grand P, qui permet de déclarer deux points, left et right, et A point et pour la somme. Donc, vous pouvez, à la déclaration, initialiser le point left comme étant de coordonnées 0, 200. Donc, dans ce cas, il va mettre dans l'X200, le champ Y. Donc, dans l'X0 et dans le champ Y, 200. Vous pouvez aussi initialiser le point ici qui se nomme right, la variable, et qui porte les coordonnées 300, 200. Et on a deux autres variables. Après aussi, puisque la copie est permise, vous pouvez mémoriser dans A point, left, et dans ce cas, il va mettre les coordonnées, donc 0, 200, donc au niveau des champs de A point. Donc il va, après derrière, mettre dans A point X0, et A point Y 200. Maintenant, attention toutefois, vous ne pouvez pas utiliser la double égalité pour comparer deux structures. Ça ne marche pas. Donc, ne le faites pas. Donc, pour deux structures ou deux enregistrements sont les mêmes, si les champs ont les mêmes valeurs. Voilà. On va dire que c'est la même personne parce que ce sont les mêmes noms, les mêmes prénoms, les mêmes dates et lieux de naissance, bon, nom du père, nom de la mère, etc. Oui. If, oui, bien sûr. Ça dépend. Par exemple, si l'on veut voir, est-ce que l'abscisse a une valeur positive? Dans ce cas, on peut mettre if a point x supérieur à 0. Mais ce que l'on interdit ici, c'est la double égalité pour comparer deux structures. Ça ne marche pas. Deux structures sont les mêmes si leurs champs ont les mêmes valeurs. On va dire que deux points sont les mêmes si les abscisses ont les mêmes valeurs et les ordonnées ont les mêmes valeurs. Donc, vous pouvez aussi déclarer une fonction ou des fonctions qui permettent de recevoir un argument par valeur ou par adresse des variables de toute structure. Voilà. Et retourner aussi une valeur, un enregistrement. C'est le cas ici pour l'addition donc de deux points. Donc ici, on fait la somme dans PT1 que l'on retourne ici, puisque c'est un passage par valeur. Bon, si on avait un passage par adresse, on aurait pu mémoriser donc dans PT1 sans pour autant retourner PT2. Et à la sortie, comme vous l'avez vu avec les pointeurs, pour ceux qui ont débuté le TD, donc les modifications prennent effet à la sortie. Donc, donc ça va permettre de faire la somme de PT1 et PT2 et de retourner. Donc là, on va copier donc, le résultat dans somme, le point, et qui va contenir la somme des deux points et qui est simplement la somme de leurs coordonnées respectives.
Donc, maintenant, en fonction de la nature du problème que vous avez traité, il se peut que vous ayez 2, 3, 4, 5, ça dépend de la structure. Maintenant, on peut avoir ce que l'on appelle des structures imbriquées. Dans ce cas, on déclare une structure qui va servir à déclarer un champ d'une autre structure ou bien d'autres champs. C'est le cas ici, par exemple, si l'on veut manipuler des cercles, on sait qu'un cercle est défini donc par son rayon et son centre. Maintenant, le centre du cercle est un point. Voilà. Au lieu de déclarer donc deux champs X et Y pour le centre, on peut simplement déclarer donc le petit point qui va permettre de déclarer le centre. Et dans ce cas, centre.x va permettre d'accéder à son axe et centre.y son ordre. Ce qui permet, vous voyez ici, donc vous avez ce qu'on appelle une structure imbriquée. Et là, donc, point va permettre de déclarer le centre. Donc ici, vous pouvez déclarer, initialiser le premier cercle de coordonnées, donc ici, pour le centre 100, et donc de rayon 50. Et vous pouvez aussi déclarer donc un cercle C2. Ensuite, initialiser C2.centre va permettre d'accéder au champ centre du cercle. Maintenant, quand vous accédez au champ centre du cercle, le champ centre du cercle a deux autres champs, X et Y pour l'axe et l'ordre. Donc, C2.centre.x va permettre d'accéder à l'axe du centre du cercle. Et C2.centre.y, l'ordre du centre, et ensuite, vous pouvez initialiser le rayon. Donc là, ça dépend de la nature du problème. Par exemple, on peut modéliser pour les notes des étudiants, on aura un étudiant, mais un étudiant est forcément donc d'une classe, et la classe peut être une structure donc différente, qui va permettre de déclarer donc, voilà, la nature des informations que l'on a à modéliser sur l'étudiant. Bon, naturellement, quand on a à manipuler plusieurs enregistrements, pour le moment, la seule structure que nous avons vue, ce sont les tableaux. Voilà, donc vous pouvez après vous retrouver avec un tableau de structure, un tableau d'enregistrement. Là, on les manipule comme les types simples que nous avons vus. Par exemple, ici, bon, si l'on souhaite définir un tableau de cercle, c'est simple. Donc, vous définissez, donc ici, le type c'est cercle. Ensuite, il va permettre de définir ici le tableau cercle, donc un tableau de 3 cercles, et de l'initialiser, ou bien après vous faites la saisie des coordonnées du centre et du rayon. Donc ici, vous avez les structures de tout à l'heure, au lieu d'écrire structure, donc qui a été utilisée ici pour le type. Ensuite, vous avez une fonction affichée coordonnées qui affiche donc les coordonnées donc, du centre du cercle et de son rayon. Bon, on aurait pu l'appeler. Donc ici, vous voyez ici, on a initialement déclaré donc, le tableau cercle avec S comme étant un tableau pouvant contenir 3 cercles, le type donc, de déclaration. Et là, on initialise les éléments du cercle. Donc vous avez un premier cercle. Donc dans le centre A pour coordonner 50-50 et le rayon 20. Deuxième cercle 180, rayon 40. Troisième cercle 120-50, rayon 25. Et ensuite, donc, on pouvait aussi saisir ces éléments-là. Il suffit d'avoir une boucle for. Ensuite, vous avez une boucle for qui est utilisée ici pour appeler la fonction affichée coordonnée qui va pour chaque cercle afficher son centre et son rayon. Donc, pour i égale à 0, on va afficher donc le cercle qui se trouve à la position numéro 0. Donc, et là, on va passer donc les informations qui sont ici, coordonnées 10, 50, 50, rayon 5, 20. Et quand vous, à l'intérieur ici, on affiche donc 100 entre parenthèses. Donc ici, quelles sont les coordonnées du centre? Donc c.centre.x va vous donner 50, c.centre.y 50. Et ensuite, vous avez le rayon c.rayon qui donne. C'est pourquoi vous avez 50. Ensuite, on avance à i égale à 1, donc 180 carats, vous avez les deux lignes suivantes. Ensuite, i égale à 2 qui va passer au dernier élément, et qui affiche le centre 120, 50 et rayon 25. Ensuite, quand i égale à 3, donc la boucle s'arrête. Parce que 3 n'est pas strictement inférieur à 3. Et là, on sort de la boucle for, qui affiche le tableau. Voilà. Donc, tableau de structure, ce qui arrive régulièrement.
Parce que bon, souvent on n'a pas un seul enregistrement à manipuler. Oui. Hein? Hein? Certes. Le type. Pourquoi je maîtrise? Non, non. Là, j'ai mis certes, parce que certes, ici, c'est le type de certes qui est déclaré ici. Certes, regardez ici. On ne met pas une, les cercles ne sont pas des cercles. Mais ici, on déclare un tableau de cercle. Le type, c'est cercle ici. Type def a permis de déclarer ici une structure qui a deux champs, le centre et le rayon, ici, donc il porte le nom de cercle. C'est pourquoi ici on utilise le type cercle à la ligne numéro 9 pour déclarer le tableau de cercle. On ne met pas une. Donc, ça va permettre d'avoir un tableau d'enregistrement de type cercle. Et ici, un tableau de 3 cercles. Seulement. Oui. Il y avait une question là-bas. Ok. Bon, maintenant, naturellement, les pointeurs de structure aussi vont s'en mêler. Là aussi, la manipulation ne diffère pas des éléments de base. Simplement ici, il y a deux options. Pour accéder donc, voilà, par exemple ici, vous voyez, on a déclaré, bon, toujours avec la structure point de tout à l'heure, un point PT, donc qui est initialisé comme étant le coordonnée 10, 14. Ensuite, vous avez donc un pointeur sur un point, donc qui va permettre de mémoriser l'adresse d'un point au niveau de la mémoire. Donc ici, comme nous le faisions d'habitude, vous avez simplement PTR égale adresse de PT. Donc PTR ici est un pointeur qui mémorise, qui va pointer sur l'adresse de la variable PT. Donc, maintenant, naturellement, pour accéder donc au contenu de l'adresse au point PTR, on utilise étoile PTR. Maintenant, le langage C vous propose une autre forme d'écriture. Au lieu d'écrire étoile PTR entre parenthèses, pour accéder au contenu de l'adresse où pointe le pointeur PTR, vous pouvez utiliser la flèche. Et dans ce cas, vous mettez le nom de la variable pointeur, flèche, moins et supérieur, et le nom du champ. Alors, ça, c'est simplement la nouveauté que vous avez ici. Et étoile PTR.x, c'est la même chose que PTR, donc flèche x. Donc, étoile PTR ici va permettre d'accéder au contenu de l'adresse où pointe le pointeur PTR. Là-bas, c'est un point qui est là-bas. Point x permet d'accéder au champ x. Maintenant, l'écriture là n'est pourtant pas peut-être très commode. On peut utiliser PTR flèche x. Et ça, ce sont des syntaxes qui sont équivalentes. Vous utilisez l'une ou l'autre, ça passe. Donc, on avait vu que quand nous avons un pointeur, étoile PTR va permettre d'accéder au contenu du pointeur. Donc, à l'adresse, donc pointeur par le pointeur. Voilà. Donc, là, ça va. C'est des choses à connaître parce que, naturellement, des fois, vous pouvez écrire une fonction dans laquelle vous allez modifier une variable passée en paramètre, donc qui est passée par adresse à l'intérieur. Donc là, il faut utiliser les pointeurs. Donc voici un exemple où on n'a pas modifié la variable de type structure, l'enregistrement à l'intérieur. Donc juste pour... Donc vous avez les deux types de structures, point et cercle, qui sont déclarés comme tout à l'heure. Donc ensuite, la fonction affichée coordonnée, bon, seulement ici, on a passé par adresse, donc la variable cercle ici, qui doit être affichée. Bon, il n'y a aucune modification à l'intérieur. Bon, il faut s'en passer, mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez utiliser flèche ici, donc avec le nom donc, du pointeur sur la structure cercle pour accéder au niveau des champs. Et donc, ça revient au même. Maintenant, bon, naturellement, étant donné que l'on passe ici une adresse, un pointeur, donc on appelle la fonction avec et commercial, donc l'adresse du tableau. Donc, l'adresse donc de l'élément du tableau que l'on souhaite afficher. Mais retenez que quand vous passez vous déclarez un pointeur sur une structure, vous pouvez utiliser la flèche pour accéder au niveau des champs. Ou bien aussi, au lieu de mettre C
flèche centre point X, vous pouvez aussi mettre entre parenthèses étoile C, point centre point X. Ça revient au même. Comme nous l'avons, vous lisez l'une des écritures ou l'autre, ce sont des écritures qui sont équivalentes. Voilà, bon, juste un exercice d'application. Bon, j'ai mis la correction juste pour revenir sur ces aspects-là avant de continuer. On demande de définir la structure permettant de stocker un point et d'écrire les fonctions permettant de retourner après saisie un point et d'afficher un point. Donc, définir aussi un tableau permettant de stocker un ensemble de points, de saisir et afficher le tableau. Donc, juste comme exercice d'application et qui permet de revenir sur la notion de structure, tableau de structure, donc peut-être pas de pointeur, comment accéder au champ, modifier les valeurs, parcourir le tableau, etc. Bon, essayez d'y réfléchir, même si la correction a été donnée dans le support. Voilà, donc on a demandé de définir un type, donc pour pouvoir déclarer des points. Donc, pour cela, on écrit simplement, donc ici, define max min, ce sera pour déclarer le tableau uniquement. Donc, un tableau pouvant au maximum mémoriser 1000 points. Bon, puisqu'on n'a rien prévu, vous pouvez écrire là-bas 1 million ou 100 ou 25, ça dépend. Mais là, c'est la taille maximale donc, du tableau. Ensuite, vous avez donc la structure point ici, le type point, PENT, type def, struct, avec donc les champs X et Y ou bien abs ou ordre, vous les appelez comme vous voulez. L'essentiel, c'est l'abs et l'ordre. Donc, ce sont les noms de champs seulement. Bon, on a pris float, les coordonnées peuvent aussi être des réels, pas des entiers uniquement. Ensuite, donc au départ ici, donc vous avez aussi la fonction qui a été demandée saisir point, qui permet de saisir un point et de retourner le point dans l'énoncé. Pour cela, donc vous avez une variable locale PT. On demande à l'utilisateur de saisir l'abscisse de PT, qui a été saisi ici. Ensuite, de fournir la valeur de l'ordonnée, qui est mémorisée donc dans le champ ordre de la variable PT, et on retourne PT. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous appelez la fonction saisir PT, ça va permettre à l'utilisateur de saisir les coordonnées qui seront enregistrées dans un enregistrement de type point et retourné. Ensuite, vous avez la fonction afficher un point qui reçoit un point en paramètre PT et l'affiche. Donc, simplement. Donc là, nous l'avons aussi déjà rencontré. C'est juste pour spécifier qu'il ne doit pas dépasser 2 chiffres après la virgule au niveau de l'affichage uniquement. C'est pourquoi vous avez pourcentage 2F. Donc il va afficher les coordonnées avec 2 chiffres après la virgule. Et ne pas les dépasser, sinon vous allez avoir des virgules avec float, des valeurs très longues qui ne servent à rien. Ensuite, vous avez finalement la fonction main. On déclare donc ici un tableau de points, donc qui peut contenir au maximum max points. Ensuite, 2 variables, nombre de points, juste pour pouvoir demander, puisqu'on a la possibilité de saisir 1000 points. Bon, on ne va pas saisir 1000 points, mais on va demander, comme d'habitude avec les tableaux à l'utilisateur, combien d'éléments il souhaite stocker dans le tableau. Voilà. Ça va permettre après de créer une boucle qui va permettre de saisir les éléments un à un et de les mémoriser dans le tableau. Donc, on demande à l'utilisateur le nombre de points à saisir. Bon, je ne mets pas les actes. Hein. On avait déjà vu dans un chapitre, faites dièse inclure local point. Vous pouvez utiliser les accents. Ensuite, on récupère le nombre de points et on va saisir donc les points un à un. Donc, pour cela, puisque l'utilisateur dit par exemple qu'il veut saisir 10 points, ou 20 points, ou 5 points, ou 3 points, donc vous avez une boucle pour y aller de 0 au nombre de points définis par l'utilisateur. À chaque fois, on demande, on affiche à l'utilisateur, saisit donc du point numéro 0 pour le premier point. Ensuite, on mémorise le point saisi à la position numéro I du tableau. Et donc, saisir point ici va permettre d'appeler la fonction saisir point. Et la fonction saisir point va permettre de saisir un point et de retourner le point
qui sera mémorisé donc à la position numéro I du tableau. Donc on va saisir, par exemple, s'il spécifie 3, on saisit le point numéro 0, on le mémorise à la position 0, le point numéro 1, position numéro 1, le point numéro 2, position numéro 2, etc. Ensuite, vous avez l'autre boucle ici qui simplement affiche l'ensemble des points. Donc, à chaque fois ici, pour chaque point, on appelle simplement la fonction afficher point en lui passant en paramètre, donc le point à la position numéro I et qui est une instance, une variable de type point. Et donc, afficher un point ici reçoit un point en paramètre et donc va vous afficher les coordonnées du point avec les coordonnées qui ont été saisies pour ce point. Voilà. Donc, pour cet exercice que je vous conseille de reprendre à tête reposée et de revoir aussi le support parce que les structures vont revenir en force en algo 3. Voilà. Tout est basé là-bas sur les structures. Que vous déclarez des piles, des fils ou bien des arbres, ce sont les 3 principaux éléments que vous allez voir là-bas. Vous allez utiliser des structures. Donc, type def, strict, accolade ouvrante, vous mettez les champs, accolade fermante, le nom du type et point virgule, simplement. Maintenant, pour identifier les champs, analysez simplement l'énoncé. Et l'énoncé vous dira quels sont les champs. Et bien sûr, leur type. Et finalement, 2 autres structures ici qui sont aussi utilisées, que vous allez retrouver surtout enum dans les langages de programmation comme Java, C++, Python, les autres langages. Donc vous allez revoir ce type-là ou cet élément qui est le type énuméré. Voilà. Le type énuméré ici, les types énumérés, on les déclare en utilisant le mot-clé enum comme les premières lettres de énumération, de enumeration. Donc, suivi du nom de l'énumération, ça va permettre simplement de déclarer un type avec des valeurs que vous pouvez utiliser. Par exemple, depuis le départ, on a des problèmes pour utiliser les variables de type booléen. Par exemple, les variables de type booléen, on vous a dit qu'on assimile donc le vrai à 1 et faux à 0, donc, comme des entiers. Le type enum va vous permettre, par exemple, de déclarer un type, ou le mot-clé enum. Par exemple, ici, enum booléen avec vrai faux. Et là, ça va vous permettre de déclarer les constantes vraies et faux que vous pouvez utiliser directement au niveau de votre programme. Maintenant, les éléments de l'énumération seront numérotés à partir de 0. Par exemple, ici, vrai aura la valeur 0 et faux la valeur 1. Et par exemple, ici, vous voyez, on se sert donc de l'énumération ici, du booléen pour déclarer la variable réponse. Donc, il sera donc une énumération qui peut avoir 2 valeurs possibles, vrai ou faux. Et donc, vous avez une deuxième énumération ici, genre, donc qui se nomme genre ici. Donc, on a utilisé type def, enum, qui peut donc permettre de déclarer des variables de type genre qui peuvent avoir que 2 valeurs possibles, masculin ou féminin. Et donc, c'est ce qu'on a utilisé ici. Vous voyez, genre, sexe ici égale à féminin directement. Au lieu de mettre genre égale 0, 1, etc. Mais ici, donc, féminin ici va correspondre à la valeur donc 1. C'est pourquoi ici, quand vous affichez réponse ici, par exemple ici, avec donc pourcentage D, ce sont des équivalences en entier. Donc, réponse ici, ayant la valeur vraie, donc va correspondre à la position 0 ici. Donc, pas vous afficher 0. Et genre ici, 1. Donc, les énumérations. Donc, type énumération, donc qui ne sont pas fréquemment utilisés en langage C, mais qui le sont aussi fréquemment dans les autres langages. Donc, les constantes d'une énumération sont implicitement déclarées comme étant de type entier. Et la première constante vaut toujours 0, donc et la dernière, la taille de l'énumération moins 1. Par exemple, vous avez l'énumération ici 12, où vous pouvez directement aussi mettre des identifiants au niveau des éléments. Par exemple, pour dire que lundi c'est 1, mardi, forcément, vous allez avoir donc 2, puisque c'est séquentiel. Mercredi égale à 5, donc jeudi va avoir la valeur 6, vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9, etc. Donc les valeurs, soit vous laissez les valeurs des constantes par défaut, et là il va les inférer à partir de 0, ou bien vous pouvez aussi définir quels sont les entiers qui correspondent à chaque
éléments de l'énumération. Donc finalement aussi, vous avez les unions qui sont aussi utilisées, donc avec le mot-clé union, qui sont similaires aussi aux structures. Voilà. Normalement, dans le donc, ce qui les différencie, c'est peut-être au niveau de l'espace mémoire, etc. Mais vous voyez ici, c'est la même structuration qu'avec les structures. Donc, on écrit simplement union, le nom du type, ensuite pour chaque champ, type et nom du champ, comme avec les structures. Donc, par exemple, ici, vous avez une union jour ici, avec deux champs, lettres et numéros. Donc, que l'on manipule à l'image donc des structures. Oui. Oui, union. Oui. Bon, voilà tout ce que j'avais à vous raconter pour ce semestre 2. Maintenant, c'est à vous. Voilà. Donc, nous devons rester quelque temps sans nous voir. Vous et moi sommes tellement informés que nous restons de la moindre conversation complètement épuisée. Donc, voilà. Donc, on se retrouve pour l'examen. Inch'Allah. Et je vais vous remettre les copies. Surtout, restez à vos places. Ne venez pas devant. Et silence aussi. Sinon, je vais amener les copies. Maintenant, il faut vraiment il faut réviser le cours.